Mesdames et messieurs, je vous invite à rejoindre le stand de la PBI pour une conférence sur l'inclusion des enclavements numériques. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, nous avons dans l'ordre donc des panélistes, Samuel Moussi, qui est directrice de SOS Village d'enfants et directrice nationale de SOS Village d'enfants depuis maintenant bientôt 6 ans, et qui a une véritable expertise dans les sujets de la communication du domaine associatif, mais également en entreprise. Elle a travaillé au niveau de l'AFEM et nous connaissons tous l'œuvre de SOS Village d'enfants comme étant un véritable projet d'envergure nationale. Il faut bien citer au passage que c'est la plus grande association au Maroc d'utilité publique et qui œuvre pour le fait de soutenir des enfants, de les accueillir dans des familles d'accueil, dans une véritable communauté qui n'ont plus de support familial. Et ils sont accompagnés jusqu'à l'inclusion sur le marché de l'emploi. C'est important de le préciser. Mais Samia en parlera beaucoup plus que moi. Donc, Mohamed Saïdi, qui est d'abord dans sa fonction opérationnelle au sein de l'OSIM, secrétaire général, qui a une longue expérience de la vie de l'OSIM. Nous connaissons tous cette belle association qui fédère de grands sujets autour de l'inclusion digitale, mais surtout du développement du numérique au Maroc en tant qu'usager de solutions. Et j'ai envie de dire clients des entreprises de la PBI. Nous sommes toujours très admiratifs du travail que vous faites, notamment en termes de communication et en termes de production de différentes études qui permettent de faire avancer la cause du digital dans notre beau pays, le Maroc. Nous avons également Nadia Ben Bahtan, qui est une véritable experte de tout ce qui est développement de l'engagement au sein d'Intelsia. Elle est Chief Brand and Engagement Officer. Nadia Ben Bahtan est également une grande passionnée du monde associatif, qui elle a pu allier ses passions personnelles, notamment dans le cadre de la nage et la nage à très haut niveau pour des causes solidaires, avec une véritable politique RSE, j'ai envie de dire, pour regarder le terme assez largement, et une dimension d'inclusion au sein d'Intelsia. Elle nous parlera précisément également de ce qu'a réalisé Intelsia dans ce sens. Et enfin, pour rajouter à ce beau panel un expert supplémentaire, Rachid Sedrsrer, qui est donc le premier expert comptable diplômé du Maroc de l'ISCAE. On en plaisante de temps en temps, mais son diplôme dit bien 001 et non pas 007. Mais il a aussi les capacités d'une personne fortement engagée dans le domaine de l'associatif, puisqu'il est acteur dans différentes associations, notamment président du club. Il faut que je recule un peu pour le online, c'est toujours le sujet de l'hybride, il faut être au bon endroit. Donc il est également président du club Rotary Corniche. Il est actif dans plusieurs associations, notamment en tant que président ou trésorier, notamment chez SOS Village d'enfants, et plutôt, pardon, je veux dire, membre du conseil de nombreuses associations de place. Donc son engagement n'est pas à préciser, il vous en parlera un peu plus, c'est d'ailleurs son sujet d'intervention permettra de faire l'état des lieux sur la dimension associative au niveau du Maroc en termes de développement de projets. Alors, c'est parfait, je peux changer l'écran digitalement, quel confort. Merci beaucoup pour Atik Arzek, DGA d'Educaskiza Academy, pour son coup de main de dernière minute, et à l'équipe de la PB aussi, et aux techniciens. Je tiens à le préciser au passage, parce que sans eux, on ne serait pas là. Alors, merci à tout le monde étant présent. Je vous remercie pour ma part. Donc, j'ai fait mon introduction. Je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde et planter rapidement le décor avant d'aller plus loin dans mon intervention. Nous avons choisi plusieurs thématiques au niveau de la PBI en relation avec nos partenaires, avec les structures avec lesquelles nous sommes heureux d'avoir un rapprochement qui sont cités, hein, vous les reconnaissez toutes, des acteurs majeurs, que ce soit des associations, des acteurs privés, mais des personnes également. Et notre choix de ce thème, parmi d'autres, c'était vraiment de dire que si au sein du GITEX, on est dans la grande messe, everybody speaks French, by the way. C'est bon, vous n'êtes pas anglophone. Parfait, merci. Parce qu'on peut le faire en anglais, on avait prévu. Pour nos intervenants qui sont en ligne, on avait parlé de l'anglais et du français, mais on va rester sur le français dans ce cas-là. Et donc, 1500 exposants, tous les sujets de la TEX sont pris en charge. On ne va pas citer ce qui se passe au sein du GITEX, on est tous présents, on sait de quoi il s'agit. Mais on est aussi conscient que cette force du digital qui fait du Maroc une véritable locomotive au niveau du continent, à plusieurs titres, se doit d'être inclusive. Et donc, nous avons choisi de parler d'inclusion, mais également particulièrement de désenclavement numérique. C'est-à-dire que l'inclusion dans notre beau pays, quelque part, on s'en rend compte, passe par la digitalisation.
On sait qu'on peut s'en servir comme véritable moyen de diffusion, d'accélération et de cohésion des communautés que nous servons dans le cadre de nos engagements. J'aurai le plaisir tout à l'heure de vous parler du projet Smart Dowar de l'APB, qui, je l'espère, se mariera avec certaines initiatives, notamment celle de l'OSIM, Dowar by OSIM, que nous aurons le plaisir de découvrir avec Si Mohamed Saïdi. Et j'ai le plaisir maintenant de donner la parole à notre première intervenante. Alors, nous allons devoir gérer le sujet du son par le biais du micro. Donc, il y a Samuel Mosti qui va nous parler de l'état des lieux et de l'engagement et des réalisations au niveau des SOS Village d'enfants. Alors, on a commencé en retard. Nous avons eu l'information que nous aurions plus de temps, donc on peut décaler un petit peu. Mais on va quand même concentrer nos interventions pour pouvoir libérer la salle pour le prochain panel, qui est un sujet fortement intéressant également, celui des compétences. Ça se marie bien. Donc, Semia, je vais donc te faire une manipulation mécanique. Parfait, ben merci. Merci. Et puis, en tant qu'ONG qui œuvre pour la protection des enfants et des jeunes, compétences et notre travail sur le terrain, on observe beaucoup de fractures numériques sur périurbaines ou rurales, qui reflètent et qui amplifient qu'elles soient sociales, ou culturelles ou économiques. Ce sont en effet plus particulièrement les femmes, les personnes à besoins spécifiques, les enfants, les jeunes et les populations rurales qui se heurtent à des obstacles dans ce domaine. Alors, il y a une étude qui a été faite récemment par the International Telecommunication Unions en 2023 et qui a donné des chiffres un peu alarmants, en tout cas en ce qui concerne les femmes. Alors, selon cette étude, dans le monde, seuls 30% des chercheurs sur Internet sont des femmes. Et près de la moitié de la population féminine mondiale, à peu près 43%, n'utilisent toujours pas l'Internet à date de 2023. Des chiffres quand même qui laissent à réfléchir et qui nous poussent à réfléchir justement à la nécessité de combler le fossé et de relever justement ces défis pour permettre l'émergence de sociétés numériques inclusives comme on les veut. Maintenant, l'égalité d'accès aux possibilités justement qui sont offertes par le numérique devrait être assurée aux groupes mal desservis, comme je disais tout à l'heure, les femmes, les enfants, les jeunes en particulier, et les populations rurales, qui a permis une réelle prise de conscience sur l'importance et sur l'urgence aussi de l'inclusion numérique. Donc, l'objectif également à travers cette stratégie, c'est d'encourager à la création de start-up par les jeunes pour justement leur permettre de s'inscrire dans l'économie numérique. Et puis, un élément aussi très, très important qui est la cybersécurité, vu qu'on est sur un domaine qui œuvre pour la protection des droits de l'enfant contre toute forme d'exploitation ou de maltraitance ou de danger de l'Internet, donc tout ce qui est cybercriminalité. Là aussi, c'est un point extrêmement important et vigilant sur lequel on travaille. Et puis, de manière générale, tout ce qui est lié à l'ouverture, à une innovation transversale qui permettrait notamment l'accès à une infrastructure de qualité et qui nous donnerait également la capacité d'accéder à des informations fiables, rapides, dans le cas éventuellement des programmes de SOS Village d'enfants. Ceci dit, on est à peu près à la moitié de la durée, enfin on est à mi-temps, à mi-chemin de la stratégie. Et il ne faut pas oublier qu'on se heurte éventuellement à des obstacles importants. Enfin, je vais peut-être en citer deux les plus importants. D'abord, le coût, parce que le coût du numérique aujourd'hui est assez élevé, en tout cas pour nous en tant qu'ONG. C'est un domaine qui coûte beaucoup à l'association. Et puis, il y a aussi cet obstacle d'infrastructures numériques qui, dans certaines régions du Maroc, ne sont peut-être pas très efficaces ou peut-être pas suffisantes. Parfait. Merci beaucoup, Samia, pour toutes ces précisions et un exposé exhaustif. Et j'apprécie énormément qu'on commence par la dimension de l'inclusion numérique au féminin. Et ensuite, qu'on arrive sur des dimensions plutôt partenariales avec des opérateurs d'envergure. Et entre les deux, évidemment, les entrepreneurs ne sont pas laissés pour compte, puisqu'ils font partie ça fait partie de la dimension qu'SOS Village d'enfants s'accorde à mettre en œuvre.
en plus de la partie éducative, dès le plus jeune âge jusqu'à l'accès au marché de l'emploi. Donc, merci pour toutes ces précisions qui partent évidemment d'un constat global de ce qu'est l'état des lieux d'une manière chiffrée, ce qui étoffe évidemment le propos et l'étaye d'une manière intéressante pour notre prochain intervenant, qui est Si Mohamed Saïd, qui va me rejoindre sur le pupitre. Et pour la technologie, on essaie d'être agile, on fait avec ce qu'on a. Donc, alhamdoulilah, on est ensemble, c'est le plus important. On a des gens super sympathiques dans la salle. Une belle représentation, ça nous fait honneur. Merci d'être là parmi nous, messieurs. Alors, Si Mohamed Saïd, qui est secrétaire général de l'OSIM, mais en même temps qui est directeur. Alors, si je n'ai pas le titre complet, ne m'en veux pas, mais DSI au niveau de la CMR. Bienvenue à toi, merci d'être parmi nous. Merci beaucoup, Cédric. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, nous sommes très contents en tant qu'OSIM de co-animer un certain nombre de panels dans le programme scientifique de l'APB, dans le plus grand événement digital en Afrique, le GITEX Africa 2024. Alors, je vais commencer peut-être par présenter l'OSIM rapidement. Donc, l'OSIM, c'est l'association des utilisateurs du système d'information au Maroc. C'est une association qui fête ses 31 ans cette année et qui compte parmi ses adhérents plus de 120 organisations et entreprises dans différents secteurs d'activité, les banques, assurances, l'industrie, les opérateurs télécoms, les ministères, etc. Et qui a pour mission principale, c'est la promotion du digital au Maroc, c'est l'accompagnement de ses adhérents dans leur transformation digitale et également travailler dans la communauté à travers la production d'un certain nombre de livres blancs sur des thématiques autour du digital. Alors, en ce qui concerne notre thématique d'aujourd'hui, concernant l'inclusion numérique, en fait, aujourd'hui, l'OSIM, dans son plan stratégique 2024-2026, dans son 4e objectif stratégique, c'est travailler dans tout ce qui est développement durable, tout ce qui est inclusion numérique et tout ce qui est ODD, objectif de développement durable. Et dans ce cadre, l'OSIM a initié un certain nombre d'initiatives. Je vais en parler de quelques-unes. Je vais commencer peut-être par OZ Education, qui est un programme qui nous est très cher au cœur au sein de l'OSIM. C'est un programme pour l'accompagnement, le sponsoring et le mentorat d'un certain nombre de jeunes dans le digital. Ce sont des jeunes brillants et généralement d'environnements nécessiteux. Donc, on a un programme OZ Education qu'on élabore avec notre partenaire Jadara Foundation afin d'accompagner ces jeunes jusqu'à l'obtention de leur diplôme dans le digital et l'insertion au travail. Donc, c'est un programme qui a commencé il y a 5 ans. Et Inch'Allah, à partir de l'année prochaine, on va démarrer un nouveau cycle de programme OZ Education. La deuxième initiative qui est aussi intéressante, c'est une fructueuse collaboration avec la Fondation Omar Ben Abdelaziz à l'Oriental, qui organise chaque année le Festival des sciences de l'Oriental, dont l'objectif principal, c'est l'orientation et la vulgarisation scientifique, et qui touche chaque année entre 15 000 et 20 000 jeunes et enfants sur des thématiques différentes. Cette année, la thématique, c'est l'intelligence artificielle dans différents métiers, dans la médecine, dans l'industrie, dans la finance, etc. Et ça permet aux jeunes de s'orienter, de voir quels sont les métiers de demain dans le domaine du digital. Et la nouveauté cette année, c'est on a organisé avec la Fondation Omar Ben Abdelaziz et Jadara Foundation la première édition du Festival des sciences à Casablanca cette année, au mois de mai. Et on a touché plus de 10 000 enfants et jeunes autour de la thématique de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment des initiatives qu'on a lancées dans le but d'une inclusion numérique, dans le but de la vulgarisation du digital, pas seulement au niveau des utilisateurs du système d'information, mais un cran plus bas vers nos jeunes pour le préparer pour le futur de notre Maroc. Rapidement, je vais parler d'une troisième initiative que je vais pouvoir développer en deuxième lieu, c'est le Douar by OSIM. Alors, le Douar by OSIM, c'est une initiative qu'on a lancée il y a plus d'1 an et qui cible à augmenter les douars à travers le digital sur différentes verticales. Et ce qu'on a réalisé jusqu'à aujourd'hui, c'est on a identifié un douar pilote au niveau de Tafouralt dans la province de Berkane et on a commencé les études sur terrain de quels sont les challenges, quels sont les besoins du douar en termes de digital
et ce en collaboration avec la province de Berkane, avec laquelle on a signé un MOU afin de fluidifier nos travaux sur terrain et travailler plus rapidement sur la mise en œuvre des initiatives. Et j'aurai tout à l'heure l'occasion de parler plus en détail de quelles sont les prochaines étapes de ce programme et éventuellement quelles sont les pistes, les perspectives à venir. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette très belle présentation et on est heureux de voir qu'évidemment nous commençons à converger parce que la finalité de cet échange, c'est d'arriver à voir ce que seront les potentielles synergies et puis les rapprochements qu'on peut avoir dans cet écosystème. Et j'ai le plaisir d'inviter Nadia Benbahtan à prendre la parole, donc en tant que, comme je l'ai dit, experte de la marque et de l'engagement et Chief Brand and Engagement Officer chez Intelsia, mais également actrice associative de premier plan qui est connue pour ses exploits sportifs, qui est également à l'origine de tous les grands programmes, j'ai envie de dire, sociaux et solidaires d'Intelsia. Et je le dis au passage, on en parlera plus en détail tout à l'heure, on parlera des partenaires de l'initiative Smart Doll de l'APB, mais Intelsia soutient cette initiative puisque nous avons signé un partenariat entre l'APB, Intelsia et SOS Village d'enfants lors du Ftor solidaire pendant le Ramadan. Donc c'était l'occasion d'engager un peu plus Intelsia qui nous a fait confiance depuis le début sur ce projet. Mais on en parlera tout à l'heure. Nadia, la parole est à toi. Donc on va refaire le jeu du micro posé sur le téléphone. Je vais éteindre ma caméra et puis tu as tes 4 minutes pour nous présenter l'engagement, l'état des lieux d'Intelsia en matière d'inclusion et de désenclavement numérique. Bienvenue à toi. Merci Edric. Ravi d'être avec tous les collègues et surtout c'est toujours sympa d'être invité dans des conférences, mais c'est encore plus sympa quand c'est autour de ce type de sujet d'engagement et nous, en tant qu'entreprise, notre cœur de métier n'est pas complètement autour de la technologie. Évidemment, la technologie est un enabler en fait pour les services en fait qu'on rend aux entreprises. La technologie est aussi une grande partie de notre métier puisque aujourd'hui on fait de l'outsourcing sur la partie relation, mais aussi sur la partie IT. Et clairement, en tant qu'entreprise, on a envie d'avoir de l'impact sur nos clients, sur nos collaborateurs, mais la notion d'impact sur l'écosystème est fondamentale pour nous et elle est inscrite en fait dans notre vocation. Et aujourd'hui, en fait, quand on a défini nos valeurs, on a fait le choix de définir. On a fait le choix. On est sorti avec 3 valeurs puisqu'on les a co-construites avec toutes les parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, les clients, mais aussi en fait les ONG avec lesquelles on travaille. Et on est sorti avec 3 valeurs, We Dream, parce que dans notre ADN, l'ambition est quelque chose de fondamental. On a réussi à passer d'une entreprise de 200 à 40 000 personnes aujourd'hui. On rend comme service pour les clients fondamental. Et on a une valeur qui est en fait le We Care. Et on a choisi que le We Care arrive avant le We Do, parce que tout simplement pour nous, en fait, et pour reprendre un terme qui a été joliment utilisé par ma collègue qui gère la RSE de manière spécifique, c'est vraiment le pont entre l'ambition et le do. Et le caring ne vient pas à la fin, il est au milieu. Il est au milieu parce que pour nous, c'est fondamental en tant qu'entreprise de prendre soin de nos collaborateurs et de nos clients, mais c'est fondamental aussi qu'on prenne soin de notre écosystème et que nos collaborateurs prennent soin en fait de l'écosystème. Et donc qu'ils soient engagés eux-mêmes en tant qu'individus. Ensuite, pour arriver en fait sur nos engagements, on a, comme je l'ai dit, on les a définis sur la base évidemment des engagements, des ODD, des engagements des objectifs de développement durable des Nations Unies, mais aussi en impliquant toutes les parties prenantes. Et on a 5 piliers. Le premier, c'est le développement et le bien-être des collaborateurs. Malheureusement, qu'il y a eu tellement de collectes et de manière parfois désorganisée que ça ne servait pas forcément la cause, mais que ça pouvait créer un peu de chaos. Et il a fallu un peu freiner et expliquer aux collaborateurs que là où on doit être présent, c'est après. Une fois que le côté émotionnel va un peu, on va dire, s'atténuer, c'est là où il faut qu'on soit vraiment présent. Et donc, on a fait 2 actions. La première, c'est qu'on s'est dit, il y a un fonds qui a été créé pour pouvoir accompagner de manière structurée la reconstruction de ces régions. Et donc, on a lancé une collecte
en interne et on a dit, vous voulez en fait faire preuve de solidarité, ben, on vous donne l'opportunité à la réalité et à ce qui se passe parce qu'ils ont été encore plus, j'ai envie de dire, encore plus coupés du reste du monde avec le pays. Il y a eu, enfin, je veux dire, c'est la double sanction, les routes, etc., mais aussi s'il n'y a pas de connexion, même grâce au virtuel, ça rend les choses encore plus dures. Donc, on s'est dit, bah, il faut, ça permet de pallier de première urgence, et aussi de se dire, bah, avec ces connexions-là, bah, c'est là où on peut réfléchir derrière comment régler des soucis comme l'éducation. Aujourd'hui, on sait très bien que le problème en fait, de l'éducation dans les villages qui sont éloignés, c'est vrai que mais c'est une opportunité aussi de dire, ben, peut-être que là, les acteurs vont se bouger pour créer des solutions qui sont durables. Et je suis super heureuse de voir que Capgemini a lancé avec SOS Village quelque chose de spécifique aussi sur l'éducation. Et nous, c'était un peu le sens de notre participation, c'est de se dire, on démarre avec la PBI sur la partie connexion, on va apprendre avec vous sur le terrain quels sont les besoins de ces villages-là. D'ailleurs, on s'est engagé à ce qu'on a demandé en fait aux collaborateurs contribuer à l'installation des connexions sur place pour voir, pour apprendre, comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et comme ça, quand on propose des idées, ben, on ne dit pas en fait, encore une fois, je ne veux pas dénigrer la collecte ni quoi que ce soit, ce sont des choses qui sont importantes et heureusement que ce type de solidarité existe, mais ce n'est pas ce qui est utile sur la durée. Excellent. C'est même plus que ce que je demandais. Donc, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ça renforce l'intervention de Samia, évidemment, et de Si Mohamed, dans le sens où on voit bien qu'il y a un chemin de co-construction qui se met en place avec différents acteurs. Et évidemment, on est conscient que, on a précisé tout à l'heure que SOS Village d'Enfants est le leader, en tout cas dans son domaine, en matière de travail associatif. Il existe d'autres acteurs associatifs qui sont aussi très engagés. Il y a beaucoup de success stories au Maroc. On sait, je vais juste planter un peu le décor et donner une perche plutôt à Si Rachid, que le cadre réglementaire des associations aujourd'hui n'est pas au niveau des enjeux, il n'est pas au niveau des problématiques qui sont posées sur le terrain. Et donc, j'ai le plaisir maintenant d'inviter Si Rachid Serserel qui va nous parler de l'état des lieux sur l'écosystème associatif au Maroc, sur la problématique évidemment d'inclusion et de désenclavement numérique. Il a le grand plaisir d'être dans différents organismes à différents titres et d'être lui-même un acteur associatif très engagé. Si Rachid, la parole est à toi, ça me fait plaisir de te retrouver. Et puis, on continue donc dans le sens de nos interventions. Merci beaucoup. Merci Brice, tout le panel. J'en apprends énormément de choses avec vous et je vous félicite pour votre sens de l'engagement et tout ce que vous faites pour le développement de notre pays. Donc moi, j'ai peut-être la casquette, peut-être une casquette. Donc je suis acteur de la société civile à travers ma participation dans plusieurs associations, dont notamment SOS Village, le Rotary et d'autres associations. J'interviens également en tant que conseil auprès de plusieurs associations, une quinzaine ou une vingtaine d'associations dans le cadre de mon activité. Je me suis fixé l'objectif de consacrer entre 30 et 40% de mon temps à cette activité. Ça me nourrit, ça me permet de changer mon quotidien et ça me permet également de me ressourcer sur le plan intellectuel et sur le plan moral. J'ai également travaillé dans le cadre de certaines études qui visent le développement du secteur associatif et donc je vais revenir peut-être sur le sujet, et dans lequel on est appelé à s'engager et à développer et en vue de permettre à tout Marocain de pouvoir accéder au numérique, pouvoir l'utiliser dans son quotidien et également de pouvoir profiter de tout ce qui pourrait être apporté par le numérique comme chance de salut, parce qu'on n'a pas dit d'être pauvre, on est pauvre, mais il faut qu'on ait un certain nombre de possibilités pour pouvoir, disons, se rattraper, et la société doit également aider dans ce sens. Alors, je vais vous parler de quelques expériences avant de
euh, conclure sur deux points qui me tiennent à cœur. Donc, alors, les deux premières expériences, ça concerne. Euh, la première concerne une expérience que j'ai vécue dans le cadre du Rotary à travers une association qui concerne les jeunes les jeunes orphelins d'un orphelinat à Casablanca. Et dans le cadre d'une action que nous avons menée, moi j'ai toujours été partisan de ce que disait Mao, moi je préfère donner une canne pour apprendre à la personne de pêcher que de lui donner de la nourriture. Donc, ce qu'on a fait, on a procédé à l'équipement d'une salle informatique pour les orphelins de cet orphelinat et on a constaté qu'il y a un changement radical au niveau de leur quotidien. Les gens, ils ont commencé à s'intéresser, à faire des recherches, à s'instruire, à s'informer, etc. Et donc, dans le cadre d'une action qui est toute simple, donc on a équipé une salle informatique euh, mise à la disposition de cette population, une connexion, un équipement réseau et des ordinateurs que nous avons mis à leur disposition. Donc ça, c'était la première expérience et que donc on est fiers aujourd'hui et qu'on est appelé à, disons, à multiplier. La deuxième qui découle de cette première consiste à, disons, là, une politique de collecte de matériel informatique. Parce qu'on sait qu'à travers mon expérience, quand je fais des inventaires au niveau de mes clients, donc je constate toujours que le matériel informatique, c'est ce qui se déprécie le plus. Et donc, il y a beaucoup de rotation au niveau de ce matériel. Et donc, on a décidé de créer une sorte de collecte de matériel informatique. Donc, ça permet à l'entreprise de se débarrasser convenablement et de manière justifiée de leurs équipements. On va mettre à la disposition d'une population de jeunes en essayant de réparer ce matériel, de le mettre à niveau, etc. Mettre à la disposition de ces jeunes pour équiper des centres informatiques pour des écoles rurales, pour des écoles, pour des douars, etc. Et donc, on a fait ça auprès de plusieurs unités. C'est quelque chose qui marche aujourd'hui très, très bien. Bon, bien sûr, ça appelle plusieurs forces vives qui vont contribuer à cet effort. Donc, il y a celui qui collecte, celui qui répare, mais il y a également celui qui installe. Donc, ça, c'est les deux expériences dont je souhaitais parler et que je souhaite développer plus tard. Maintenant, je souhaite également vous parler de deux aspects importants. Alors, le premier, ça concerne l'économie sociale et solidaire pour laquelle j'avais activement travaillé dans le cadre du dernier congrès de l'Ordre des experts comptables. Donc, j'étais dans le comité scientifique et responsable également de toutes les publications qui ont été faites dans ce sens. Alors, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, donc aujourd'hui, il y a tout un développement qui se fait au Maroc en retard, mais bon, j'espère que c'est des choses qui vont se mettre en place très, très rapidement et qui consiste à développer ce qu'on appelle le tiers secteur, le non-profit sector, qui permet aujourd'hui d'allier disons, de travailler sur des questions sociales tout en ne négligeant pas le côté lucratif qui réduit vraiment à des niveaux très, très, très respectables. Donc ça, c'est le premier aspect qui, pour moi, qui est très important, doit être accompagné, pour lequel on doit tous œuvrer pour pouvoir le développer et ça ne peut se développer, disons, l'inclusion et le désenclavement numérique parce que ça va permettre, disons,
de faire participer un maximum de personnes. Le deuxième, ça concerne, qui a été souligné tout à l'heure dans son introduction, dans sa présentation par Samia, ça concerne le crowdfunding ou le financement collaboratif. Donc aujourd'hui, il y a une loi qui est sortie en février 2021, je crois. 2021, c'est ça. Et donc, il y a également, après, donc, il y a un décret d'application qui est sorti. Et donc, on a commencé à parler de ça à partir du début de l'année dernière. Et donc, il y a des mécanismes qui ont été mis en place et qui permettent aujourd'hui, à travers l'utilisation des plateformes numériques et également des réseaux sociaux, de mobiliser des ressources financières très, très rapidement. Et des petites ressources, mais c'est un financement. 100 dirhams, c'est facile, 10 dirhams, 15 dirhams, etc. Mais comme le nombre est important, donc ça permet de mobiliser des ressources à l'infini. Donc les mécanismes qui ont été mis en place, ils permettent aujourd'hui de mobiliser des fonds pour pouvoir permettre aux gens d'améliorer la situation d'un certain nombre de membres de notre société. Ça permet également de réaliser des projets à vocation sociale, d'aider les jeunes entrepreneurs, parce qu'on parle de d'esclavement numérique, d'inclusion numérique. On parle aussi bien du citoyen lambda et on parle également d'un jeune porteur de projet à qui on doit donner sa chance pour pouvoir réussir. Donc tout ça, ça doit s'inscrire dans le cadre d'un thème et qui est normalement censé se mettre en place très très rapidement pour gagner du temps. On a moi j'ai vécu un certain nombre d'expériences à travers un certain nombre de pays africains. Donc mes recommandations par rapport à tout ça, c'est de réformer la réglementation relative aux acteurs de l'ESS, créer de nouveaux statuts d'acteurs mixant le social et le lucratif, donc ce qu'on appelle les sociétés à mission, qui c'est prévu mais il faut les mettre en place rapidement. Renforcer les mécanismes de transparence et de réédition des comptes, ça c'est très important parce que quand on encourage l'associatif, il faudrait également que ça soit contrôlé. Créer un observatoire également de tous ces acteurs et puis développer des modes de financement alternatifs qui vont permettre de travailler sur des projets viables et des projets réalisables. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Donc, des exemples opérationnels à nouveau de la partie Rachid qui est évidemment sur le terrain, mais avec une vision également de ce que sont j'ai envie de dire, les paramètres qui vont permettre d'améliorer la dynamique associative au Maroc. On a bien cité les coopérations au passage, mais je pense que les associations qui sont très nombreuses peuvent être des acteurs de premier plan et au niveau local également. On n'est pas que sur des problématiques de grandes associations. En tout cas, on sait que c'est un bon moyen pour mobiliser les communautés. On connaît tous ces associations de villages qui sont souvent sur des sujets liés à l'eau, à la ressource, mais également à la cohésion sur des problématiques éducatives. Donc, il y a des relais. Il faut plus de moyens, il faut plus de réglementation et il faut évidemment que il y ait aussi un encouragement, je pense que ça mérite de le dire, pour les plus grandes structures associatives qui sont organisées d'une manière, pour revenir à ce que disait la Samia tout à l'heure, ou disait ce que disait Nadia également, sur des sujets d'éthique, des sujets de transparence. Vous l'avez dit tous les trois dans vos interventions, il y a vraiment une problématique aussi de bonne gouvernance qui est sous-jacente dans vos propos. Et c'est à partir de là qu'on pourra encourager le développement d'un tissu associatif, évidemment avec plus riche, plus profond, plus profondément ancré dans la société, mais évidemment avec une vraie notion de pilotage. J'espère qu'un jour, on aura une commission nationale, à l'instar de ce qui s'est fait dans le digital, puisque nos chers partenaires et amis de l'OSIM, l'APBI, la FMES, étaient présents dans la commission nationale présidée par le chef du gouvernement, qui s'est engagé à faire des révisions
régulière de la feuille de route 2030 pour le digital. Et je parle sous le contrôle de ceux qui étaient présents et qui connaissent le détail des échanges. Cette feuille de route sera publiée prochainement. Nous avons eu cette annonce de la ministre hier lors d'une table ronde organisée ici par l'APB. Nous aurons la possibilité de découvrir à quel point l'inclusion numérique est un véritable vecteur stratégique pour cette feuille de route. Merci beaucoup pour vos interventions. J'aimerais à présent rapidement vous parler d'un projet donc, que l'APB a lancé. Alors, le temps que ma connexion revienne. Donc, il s'agit d'un projet qui est vraiment né d'une impulsion d'empathie et d'humanité. Comme nous tous, au lendemain du séisme, on était tous très affectés par l'état des lieux et puis l'envie d'aller à la rencontre de nos chers concitoyens pour leur apporter des moyens. L'APB n'étant pas du tout engagée dans ce sens, il a fallu qu'on trouve rapidement une réponse. Et la réponse, pour nous, elle était dans notre domaine d'expertise, à savoir la technologie. Et on est parti du sujet de quels sont les enjeux des douars. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail parce que mon temps de parole est restreint, mais l'idée, c'est de revenir ensuite à la deuxième partie de notre panel et qu'on fera très rapidement. Je vous donne par anticipation, votre temps d'intervention ne sera pas de plus de 2 minutes. Comme ça, vous anticipez sur vos projections et perspectives d'avenir, mes chers intervenants. Donc, entre parenthèses, sur ce sujet de Smart Douar, l'enjeu, il était humain d'abord, il n'était pas technologique. Et la parenthèse que je veux faire, c'est par rapport à la découverte que nous avons faite. On a découvert que la connexion Internet sur cette fameuse pyramide de Maslow était positionnée au même niveau que les besoins physiologiques de base, que sont l'eau, l'alimentation et les autres que vous découvrirez si vous voulez revisiter la pyramide, dont le fait d'avoir un toit sur sa tête. Et donc, à partir de là, on s'est dit, si connexion il y a, que ferons-nous au-delà de la connexion? Et évidemment, comme on est tous conscients qu'il y a un véritable enjeu de développement économique et social d'une manière inclusive, il a fallu qu'on imagine ce que serait la suite du parcours et en écoutant les gens sur le terrain, en prenant le temps de faire ce qu'on a appelé des Smart Douar Discoveries. Aujourd'hui, on a 40 connexions installées grâce au soutien de SOS Village d'Enfants, notre partenaire stratégique. Nous allons avoir 50 connexions. Alors, je redis parce que ça a coupé. 50 connexions de plus qui seront installées dans les semaines à venir grâce au soutien d'Intelsia. Nous sommes en discussion avec une grande association internationale dont on ne peut pas encore parler, mais on en parlera prochainement. Il y aura normalement une signature de convention pour atteindre 200 connexions cette année. Mais ça ne veut rien dire, des connexions seules sans qu'il y ait un véritable projet. Et le projet en question, c'était vraiment d'identifier les meilleurs moyens possibles pour créer de la valeur. Donc, on s'est ancré sur les grandes stratégies nationales. On a pris appui sur les grandes stratégies que sont évidemment, alors on peut revenir à la Constitution de 2011 qui définit beaucoup, beaucoup de ces aspects, mais surtout en profondeur la problématique du développement régional, de la qualité de vie des citoyens, de l'accès à l'éducation. Donc, évidemment, on avait un bon cadre de référence. Et puis ensuite, on a regardé ce que prévoyait le nouveau modèle de développement et les prémices de la stratégie 2030 pour le secteur digital. Et on sait, comme ça a été précisé précédemment par Mohamed au niveau de l'OSIM, que les objectifs de développement durable sont évidemment importants. Et donc, on a décidé de nous mettre au service de 6 de ces derniers. Ces objectifs, et je suis désolé parce que je ne partage pas la présentation avec les experts, mais vous l'avez, donc je les cite quand même pour ceux qui sont avec nous en ligne. Donc la santé et le bien-être. Pour précision, donc Smart Douar, il s'agit d'apporter une connexion Internet par VSAT et de mettre en place des solutions technologiques dans 3 domaines, que sont l'éducation et la formation, le développement de l'activité économique, donc avec l'entrepreneuriat, la création d'une dynamique économique intra- et intercommunautaire, mais aussi avec le monde des villes. Pour citer un exemple, lorsque j'ai échangé avec le directeur général du CRI de Malak Chesfi, il me disait, va voir ce que prévoit la charte de l'investissement en matière d'encouragement à l'investissement d'une manière inclusive en termes de chaîne de valeur, comment faire en sorte que les grandes PME de la région puissent permettre de l'accès à la commande aux entreprises de petite taille, aux auto-entrepreneurs de la région. Donc, une synergie entre le monde des villes et des campagnes, c'est évidemment un des axes stratégiques. L'éducation de qualité, évidemment, c'est cité. Alors, j'ai dit donc éducation, entrepreneuriat et les services aux citoyens, e-santé, e-gov. Donc, c'est par là qu'on peut apporter un meilleur vecteur d'accès à la santé, sachant évidemment qu'il y a des contraintes et des restrictions. Et on a également le travail décent et la croissance économique. Alors, on est sur des sujets de développement économique et social d'une manière responsable et durable. C'est ça, Smart Douar. Ce n'est pas un projet qui vise à être présent quelque temps pour dire qu'on a connecté les gens. Et j'étais sensible à ce que disait tout à l'heure Samia sur
Et Rachid également, je pense que dans ta vie rotarienne, vous avez des exemples de connexions qui ont été installées et qui n'ont pas été bien pilotées en termes de cybersécurité. Ça c'est dit, hein, tous les experts de la cybersécurité vous s'accorderont à dire que la connexion, si elle est mal utilisée, peut avoir des effets dévastateurs. Donc, ça doit être un vecteur de développement et non pas de dérangement d'un équilibre social et culturel fortement présent. Ensuite, réduction des inégalités. Évidemment, on est dans l'innovation. Et je conclurai en disant l'importance des partenariats. Ce projet Smart Douar est construit dans une logique d'écosystème. On le dit, on le répète, ce n'est pas un projet de l'APB, c'est le projet de tous les citoyens. J'annonce déjà que nous avons prévu dans la stratégie de mettre en place une fondation Smart Douar qui aura son conseil d'administration en bonne et due forme et qui permettra de générer de la valeur. Et pour finir, je dirais qu'on a un objectif de 10 000 villages à connecter d'ici 2030. Voici le propos que je voulais partager avec vous pour donner un peu de réflexion à l'ensemble des intervenants. Et en vous demandant, s'il vous plaît, vraiment de vous limiter aux 2 minutes qui vous restera pour donner en synthèse, à la lumière de ce qui a été dit, les uns les autres, vous avez beaucoup créé de valeur dans vos propos. Vous vous êtes croisés déjà au fil de vos interventions sur des sujets importants. Mais j'aimerais que vous preniez vraiment le temps maintenant de synthétiser par rapport à ce qui a été évoqué, ce que représente le projet Smart Douar, qui pour nous est une véritable plateforme de rapprochement. Et dans l'ordre des interventions tout à l'heure, en commençant par Samia, et aussi sur vos engagements, ceux de vos structures, à quoi ressemble alors, à quoi ressemble l'inclusion et les désenclaveurs numériques à horizon de, on va dire, 2 ans pour faire un horizon relativement raisonnable. Donc, je vais commencer par Samia. Je vais remettre le micro. J'éteins ma caméra un moment. Et 2 minutes chrono. Merci beaucoup, Samia. J'étais en train de dire, donc pour la synthèse, vous allez avoir 2 minutes chacun pour dire à quoi ressemblera pour vous j'ai envie de dire l'environnement ou la problématique de l'inclusion et du désenclavement numérique d'ici 2 ans. Restons sur un horizon de temps qui est assez raisonnable. Où est-ce que vous pensez que vous serez par rapport à vos projets? Et puis comment vous voyez le lien avec Smart Douar également? En 2 minutes, s'il vous plaît, tous les 3. Et enfin, il y aura aussi Mohamed également, tous les 4. En tout cas, merci Intelsia, merci l'APB pour la contribution dans ce beau projet qui est Smart Douar, qui vient en tant que solution numérique transversale. Très bien. Donc, je vais donner la parole à, je ne sais pas si vous m'entendez en ligne, à Mohamed Saïdi qui va nous parler des perspectives d'avenir. Bienvenue, si Mohamed. Rebonjour. Donc, rapidement, pour respecter un petit peu le timing de cette session, j'ai parlé tout à l'heure du programme Douar by Ozim qu'on a commencé il y a plus d'1 an. Maintenant, la chose la plus importante, c'est que lorsqu'on se lance dans ce type d'initiative dans le monde rural, ce n'est pas comme des projets structurés avec des acteurs qu'on connaît, qui connaissent les démarches et la méthodologie. Lorsqu'on se met dans une situation de douar, il faut qu'on vive avec eux leurs contraintes, leurs défis, leur manière de travailler. C'est pour ça l'OSIM aujourd'hui, elle est en train d'avancer sur ce projet avec tous les acteurs et la partie prenante intéressée. Notamment, on travaille avec le ministère de la Transition numérique, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec le ministère de la Culture et de la Communication. On travaille également avec tous les bailleurs de fonds parce que ce type de projet nécessite de grands investissements et de grands financements. Et également, il y a une chose qui est aussi importante, c'est de travailler la main dans la main avec les autorités locales. Il faut qu'il y ait des acteurs locaux qui sont intéressés et qui sont motivés pour réussir le chantier de l'augmentation des douars à travers le digital. Donc, c'est dans ce sens qu'on va lancer, Inch'Allah, avant les vacances, la phase réalisation de Douar by Ozim à Tafourel, avec notre bailleur de fonds qui s'est engagé avec nous pour le financement de cette première étape. Et on lance, je pense, à travers cette plateforme, la possibilité de convergence de nos initiatives. Donc, il y a l'initiative très intéressante de Smart Douar, de l'APB, il y a nos amis de SOS Village, il y a des acteurs qui sont très sérieux intéressés, Intelsia, pour accompagner ce type d'initiative. Donc, à un certain moment, il faut qu'on se mette tous la main dans la main pour avancer sur ce gros projet. Vos objectifs sont très importants de couvrir ces douars. Donc, pourquoi pas couvrir le maximum de douars d'ici 2030. On aura de très belles réalisations
d'augmentation de douar à travers le digital. Il y a une dernière chose, c'est qu'il faut qu'on adapte nos initiatives par rapport à douar. Chaque douar a ses propres défis, ses propres problématiques. Lorsqu'on a travaillé sur Tafourel, bon, ils ont identifié 3 grandes problématiques. C'est le tourisme, c'est une zone touristique, c'est de l'agriculture et c'est la problématique de l'eau. Donc, dans d'autres douars, il y aura d'autres problématiques. Donc, il faut qu'on s'adapte à leurs besoins et à leurs défis afin qu'on le fasse avancer vers le bon sens. Et dernière chose, je rebondis sur ce qu'a dit Rachid Sadek, c'est que lorsqu'on va attaquer un douar, l'action ne doit pas être provisoire et temporaire dans le temps. Il faut qu'on leur donne les outils nécessaires afin qu'ils prennent la main après pour qu'ils puissent continuer leur transformation et continuer sur toutes les initiatives qu'on a créées. Et cela ne peut être réalisé qu'à travers le transfert de compétences, de méthodologies aux acteurs locaux, aux coopératives locales, aux associations locales, qui prennent la main pour avancer l'initiative dans le temps et ne pas mourir après quelques années. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Merci, Si Mohamed. Je suis vraiment ravi parce qu'on converge totalement la réalité de l'ancrage territorial et des spécificités de chaque village. On a remarqué que parfois les villages les uns à côté des autres dans la même commune n'ont pas les mêmes problématiques alors qu'on pensait qu'elles avaient les mêmes problématiques. Et puis il y a aussi un sujet de démographie, la démographie du... Alors je perds la connexion un moment, donc je fais une pause. Donc la démographie est importante puisque dans chaque village, il y a des profils démographiques différents. Très bien, donc merci. Et puis pour la possibilité évidemment de co-construire avec nos amis de l'OSIM, on en est très heureux par avance et c'est bien un projet de tous les Marocains. Et puis nous sommes dans une position privilégiée. Je pense qu'ensemble, on a conscience qu'on est en mesure de créer de la valeur d'une manière concertée, d'une manière efficace et surtout d'éviter le gaspillage. Je pense que quand un projet comme ça prend de l'envergure, quel que soit le niveau de soutien des bailleurs de fonds, on a besoin d'être certain qu'il y ait le maximum d'efficience. Et enfin, j'apprécie beaucoup le propos d'autonomisation. Merci à Samia qui était avec nous, qui dit qu'elle a une autre conférence. Et maintenant, je vais passer la parole à Nadia pour ces 2 minutes de synthèse. Et merci Samia de nous avoir rejoints. Samia El-Moussi, vous remercie également à tous de votre présence. Alors, je redonne la parole à Nadia. À toi, ma chère. Merci. Alors, je disais tout à l'heure en fait que si on devait se projeter, pour moi en fait on est face à une formidable opportunité de faire en fait quelque chose de durable et un impact. Et je pense que beaucoup de mots ont été dits. Aller traiter des sujets fondamentaux comme l'éducation, la santé, de manière durable, autonomisée. Voilà, tout ça c'est formidable. En tant qu'entreprise, moi j'avais 2 volets à souligner. Le premier, c'est que effectivement, on a démarré par le financement des premières opérations de connexion avec l'APEVI et SOS Village de Smart Douar. Mais comme je disais, en fait, le financement, j'ai envie de dire, c'est la partie la plus simple. Mais ce n'est pas forcément pour la plus engageante. Et c'est pour ça qu'on convie en fait des collaborateurs à aller sur place pour apprendre et réaliser réellement quels sont les besoins pour passer à une qui pour moi est encore plus, comme je disais, plus engageante et peut-être c'est ça sera la phase 2 du projet ensemble, c'est de dire comment est-ce qu'on peut accompagner sur des volets qu'on maîtrise comme la formation. Aujourd'hui, nous, en fait, notre principal capital, c'est le capital humain. Et donc, on investit beaucoup dans la formation des collaborateurs. Donc, c'est un savoir-faire qu'on a développé avec l'ingénierie de formation, etc., avec lequel on peut accompagner le projet Smart Douar. Et il y a un deuxième volet qui est lié évidemment à la technologie. Comme je disais, on a une business unit qui est dédiée à tout ce qui est IT. Donc gestion les managed services, mais aussi du développement d'applications, etc. Donc on peut réfléchir ensemble à comment effectivement contribuer au lancement de solutions sur les sujets de l'éducation, etc. Et puis il y a aussi un troisième volet, c'est de se dire si on a de la connexion, si on a de la compétence locale, pourquoi ne pas imaginer de l'emploi dans nos métiers à distance. Donc tout ça, évidemment, ce sont des projections. Il faudra qu'on puisse confirmer tout ça sur le terrain, mais on est pleinement engagé dans en tout cas dans cette vision-là. Donc, à nous engager à engager nos collaborateurs et en
fait, en donnant de notre savoir-faire et en mettant à disposition plutôt notre savoir-faire sur les différents sujets. Merci Nadia pour cette conclusion. On a tout entendu, donc les axes sont clairement identifiés. Rachid, à toi, en moins d'une minute, si tu peux. Je sais que tu as l'esprit de synthèse, comme vous tous d'ailleurs. Merci à nos amis de l'OSIM, c'est important. À vous deux d'être là, vous trois, vous quatre, à toutes les personnes de l'OSIM qui étaient présents. Si Mohamed, ton intervention était très claire par rapport à ce que vous faites, évidemment. Et quand on s'est parlé avant la préparation, moi, j'étais très heureux à l'idée de belles perspectives. On a parlé comme avec toi, Si Hussein, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ensemble. On a un devoir, hein, finalement, de nous tenir par la main. Et j'apprécie le terme se tenir par la main. C'est ce qu'on va faire. Surtout que lorsqu'on monte en montagne, on a intérêt à se tenir parce que sinon, on sait, hein, on a une corde virtuelle qui nous relie. Elle n'est pas digitale, elle est spirituelle. J'en suis très heureux. Je remercie à toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'à la fin et pour les belles interventions. À très bientôt pour de belles nouvelles participations.